Un nouveau live sur la dépendance affective. Je pense que ça va parmi vous, en tout cas je l'espère, surtout parmi les hypersensibles. Euh, et puis aujourd'hui on est avec Ramona et Anne-France qui vont nous aider. Bonjour. Bonjour, Hop là. Petit problème de caméra. Bonjour. salut Ramona, ça va? Salut, ça va et toi? Très bien, très bien. On va un peu attendre Anne-France. Oui, Du coup, j'étais en train de dire que on parlera de dépendance affective. En tout cas, une forme d'introduction pour, parce que le sujet est assez vaste et l'idée, c'est de le traiter en plusieurs étapes. tout à fait. Ça va, tu t'étais en séance, on dirait, t'étais un peu fatigué. Oui, je viens de sortir d'une séance, effectivement. Donc, ça a été rapide. Les choses, ça a été rapide la transaction entre la séance et ça, mais ça va très bien. D'accord. Ok. J'avais surtout peur voilà, d'être en retard. Bon, c'est pas grave, quelques minutes après, ça dérange pas. Comme disaient les gens, ils savent, après la vidéo, elle reste, donc les gens, ils peuvent la regarder. Oui, Mm. ça c'est bien. Ça, c'est bien. Good, good, good. Pour ceux qui nous rejoignent, pour qui peut-être sont de nouveaux, on a l'habitude de faire des lives de ce type-là, à peu près une fois toutes les 2 semaines. Et l'objectif, c'est plus d'éduquer à la santé mentale et tout ce qui tourne avec. Notre idée à nous, c'est surtout d'aider les gens à s'auto-réaliser avec une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire que, il n'y a pas du principe que l'homme a besoin de beaucoup de choses, en fait, pour être heureux et que beaucoup de choses, ça fait beaucoup de discipline et l'idée, c'est d'apporter un peu de chaque point d'observation, chaque angle de vue pour résoudre des problématiques. Alors, est-ce que Anne-France, je vais réessayer et puis on commencera en attendant qu'elle arrive. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ton image? Voilà. Ah, Désolée. Petit problème de désolé. connexion. Ouais, La connexion qui est tombée. ouais, je t'avais perdu. Je disais que on va attendre encore un peu, peut-être 3 minutes, et puis on commencera. Si Anne-France n'est pas Oui, là. oui, oui, oui. En attendant, peut-être tu peux, du coup, on a souvent l'habitude de faire un petit tour de présentation rapide, où du coup, Bien voilà, tu sûr. te présentes, qu'est-ce que tu fais, ça permet de donner une idée de qui on est à ceux qui suivent. Et après, voilà, on commencera directement dans le sujet. D'accord, avec plaisir. Alors, je Bonjour. suis Ramona.
je suis du coup sophrothérapeute psychocomportementale, c'est-à-dire que j'ai fait voilà une école de sophrologie qui relie un peu la sophrologie classique avec les thérapies cognitives et comportementales. Et puis j'ai fait aussi une spécialisation là-dedans. Et je suis aussi naturopathe. Donc voilà, j'ai une double casquette, voire triple casquette. Et pour le coup, ma spécialisation, c'est justement les dépendances affectives et puis toutes les conséquences qu'ils peuvent avoir au niveau physique et au niveau psychologique. Donc voilà, tout ce qui peut découler des dépendances affectives, c'est-à-dire par exemple des troubles du comportement alimentaire ou alors des douleurs physiques liées au stress, liées à l'angoisse, etc., etc. Ça, c'est un peu ce que je fais. Et mon approche, voilà, comme je le disais, c'est celui de la sophrologie, des thérapies cognitives et comportementales et de la naturopathie aussi. Ok, d'accord. Ça, c'est bien. Il y a Anne qui nous rejoint là, en France. Ah, génial. Ok, donc en résumé, tu es sophrologue, tu fais la thérapie comportementale cognitive. Tu pourrais expliquer à peu près ce que c'est? Bonjour. 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 Désolée. Excusez-moi pour le retard, j'ai été retardée par Bonjour, mon dernier Anne-France. patient. Voilà, je suis là. Ok, nickel, ça marche. Ben, on était dans la phase de présentation. Ouais. Ramona nous a déjà un peu dit que voilà, les disciplines qu'elle fait, sophrologie, thérapie comportementale cognitive et naturopathie, et que voilà, sa spécialité, c'est justement même les dépendants affectifs, tout ce qui a comme Ouais. conséquence, et voilà. Donc, pareil, tu peux te présenter, ça tombe bien. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Anne-France Huré, je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice dans les Alpes-Maritimes. J'accompagne toute personne en thérapie individuelle, de couple et familial. Je suis spécialisée en psychotraumatologie, en thérapie comportementale et cognitive. Et je suis aussi je me suis formée au haut potentiel intellectuel, je le suis moi-même et je suis depuis l'année dernière beaucoup de haut potentiel intellectuel. Voilà. Et effectivement, dans mes patients, il y a effectivement beaucoup de travail à faire sur l'estime de soi, la confiance en soi et la dépendance affective qui est très, très récurrente comme problématique. Ouais, c'est une problématique qu'on on le voit, on n'en entend pas beaucoup parler en fait. Pourtant, elle est tellement en profondeur qu'on la voit pas du premier coup. Oui, c'est ça. Généralement, c'est pas comme ça. Les gens, ils disent pas, je suis dépendant affectif, non. Ils l'expriment autrement, et puis voilà. Ben, c'est mon tour. Merci, en France. Moi, c'est Aubin. Voilà, je suis cofondateur de Gershman. On aide les gens à s'auto-réaliser. Et notre objectif, il est simple, c'est juste de mettre en place une plateforme pluridisciplinaire pour aborder les problématiques. Donc, de se dire que voilà, pour aborder des problèmes, il y a plusieurs angles de vue, toutes les disciplines sont complémentaires, c'est un peu une approche holistique, si on peut dire ça comme ça, mais vraiment avec du terre à terre, c'est-à-dire de parler pour les gens qui ne sont pas nécessairement passionnés de développement personnel, mais qui veulent du changement. Donc, c'est plus ce côté terre à terre là, avec un langage abordable, accessible et surtout orienté action qui va nous intéresser. Ok, ben on peut commencer. On a parlé de dépendance affective. On va le traiter. Là, c'est juste une introduction là aujourd'hui parce que le sujet est assez vaste. Et l'idée, c'est voilà déjà, c'est quoi la dépendance affective pour vous en fait. Ok, je laisse. Compris. Si tu Vas-y, peux commencer. Voilà, trop de politesse. On se laisse. Alors, ne faites pas être timide, s'il vous plaît. Non. Ok, on va y aller. Alors, je prends la parole. Alors, qu'est-ce que c'est la dépendance affective? Déjà, je pense que le mot dépendance, c'est le contraire d'indépendance. Donc, ça veut dire de ne pas être autonome et d'avoir besoin de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, ça, c'est la dépendance en général. Dans le cas de la dépendance affective, on parle donc de relation. Après, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, peu importe. C'est tout ce qui a à voir avec l'attachement. Voilà, un attachement qui n'est pas
comment dire, qui est un peu dysfonctionnel entre guillemets. Donc c'est l'impossibilité de faire sans d'être. On est un peu conditionné par un besoin et on n'a pas trop le choix par rapport à ça. Qu'est-ce que ça découle de ça? C'est que finalement, comme je disais, l'attachement, ça devient un peu dysfonctionnel. Donc, ce n'est pas un attachement qui est forcément, comment dire, dirigé par des comportements entre guillemets, enfin normaux, c'est vraiment un mot que je déteste, mais en tout cas par des comportements qui découlent, je sais pas, du fait qu'on a envie de voir une personne ou qu'on a envie de faire telle chose, mais plutôt par le fait qu'on se donne des règles, on a des paramètres qui sont complètement personnels et subjectifs avec lesquels on se dit voilà, je suis appréciée par cette personne, je ne la suis pas. C'est toujours en retour dont on a besoin de l'autre pour avoir une impression, un jugement, comment dire, quelque chose, une opinion de nous-mêmes. Donc ça, c'est un peu mon idée de la dépendance affective. D'accord. Alors, moi, de mon côté, en fait, je parle souvent de curseur, en fait. Et c'est vrai que le curseur, pour la personne qui est dans une dépendance affective, elle est pour vous donner une idée, dans le 0-100%, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur l'autre, par exemple, en amour, sur l'être aimé. Donc, en fait, elle met petit à petit ses besoins de côté, elle s'oublie totalement. Et tous les jours, en fait, elle se pose la question, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour lui faire du bien voilà. Et du coup, elle ne se dit pas tous les jours, qu'est-ce que je pourrais me faire aujourd'hui pour me faire du bien. Donc, malheureusement, ce problème de curseur fait que sur de long terme, la personne qui est dans une dépendance affective s'oublie. Donc, elle oublie son identité, elle finit par être en souffrance. Et en ça, je veux dire, c'est le curseur à réajuster pour être plus dans le 50-50. Penser à l'autre, à ses besoins, et penser aussi à ses propres besoins. Voilà pour ma façon de définir la dépendance affective de mon côté. Ok. Ok, donc si j'ai bien retenu, du côté de Ramona, c'est plus une impossibilité de faire sans l'autre, quel que soit le type de relation, de conditionner ses opinions, ses jugements, sa façon de penser en général à l'autre et pas à soi. Et du coup, voilà, ça devient néfaste pour soi, tout simplement. Et de ton côté, Anne, ça te dit que ben, finalement, c'est une histoire de curseur et que le curseur il est trop à l'extrême de l'autre côté de l'autre et d'essayer plutôt de se dire que ben, on a une place qu'on doit exister aussi là-dedans et d'essayer de ramener vers du 50-50. Ok. Ok. Et du coup, ben, je vous avais un peu déjà envoyé là-dessus. C'est quoi les symptômes? Ça se manifeste comment? Comment est-ce qu'on va dire que celui-là ou celle-là pourrait être dépendante, en fait, pouvoir avoir des problèmes de dépendance affective? Cette fois-ci, je te laisse aller en première, comme ça. Est-ce que je parle d'une manière générale ou je donne l'exemple, par exemple, du couple ou au travail ou... Puisque j'imagine que c'est une problématique qui est liée à la personne et du coup qui aura des ramifications dans différents domaines de la vie. Mais oui, voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que la personne, souvent je parle dans les thérapies comportementales et cognitives, de cheminement de pensée, en fait. Tout part de la pensée et en fonction de la pensée, on ressent une émotion et on est dans l'action. Donc la personne qui tous les jours pense à l'autre et qui se pose la question qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire du bien, du coup, dans ses pensées, elle a une émotion qui est plus ou moins confortable parce qu'elle fait du bien à l'autre, mais elle se fait pas du bien à elle-même. Et dans l'action, tous les jours, elle va faire quelque chose pour l'autre. Et sur du long terme, elle fait rien pour elle. C'est pour ça, tout à l'heure, dans la définition, je parlais du fait de se perdre totalement dans son identité parce qu'elle s'oublie. Et ça, c'est une source de souffrance au quotidien, petit à petit, d'une manière insidieuse. Le fait de penser tous les jours à l'autre, que ce soit en amour, en amitié, dans la famille ou pour satisfaire un employeur, la personne oublie son identité. Et en ça, je veux dire, ça provoque de plus en plus d'émotions désagréables, de stress, d'anxiété, d'angoisse. Et ça peut être sur du long terme, toujours sur du long terme, hein, quand ça dure pendant X mois. Ça peut être, par exemple, un burn-out émotionnel, ça peut être un état dépressif qui se transforme en dépression,
un état anxieux qui se transforme en une angoisse généralisée, sur du long terme, c'est dangereux en fait cette dépendance affective. C'est pour ça que vraiment essayer de percevoir les symptômes petit à petit pour une personne qui va pas voir un thérapeute, pour pouvoir justement essayer de prendre conscience de la problématique pour après effectivement aller voir un thérapeute pour travailler là-dessus sur les différentes sphères environnementales. Ok. Donc, en gros, si on pense trop tout le temps à l'autre et que on le fait pendant une longue période, on doit commencer à soupçonner cette problématique-là. Hmm. Mais du coup, il y a des éléments que je voyais comme peut-être à spécifier. Tu as parlé de thérapie comportementale cognitive. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Si on peut définir ce que c'est. Tu as parlé d'angoisse généralisée. Pareil, les gens ne savent pas ce que c'est. On sait qu'il y a le mot stress, tout ça, angoisse, mais déjà, si on peut spécifier. Et aussi, la dernière question, c'est oui, les symptômes que tu cites, finalement, c'est comme les symptômes de quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse. Penser à l'autre, ou bien même d'une maman, tout simplement. C'est quoi le curseur? Comment, à quel moment on dit que oui, est-ce qu'on va dire que du coup, toutes les mamans ou bien tous les amoureux sont dépendants affectifs? Alors non, heureusement que tous les amoureux sont pas dépendants affectifs. Après, c'est quand je parle de curseur, effectivement, c'est se poser la question quand le curseur se tend plus vers l'autre que vers soi. Une maman qui s'occupe de son enfant, je veux dire, c'est normal. Après, apparemment, une maman qui devient surmenée, ça veut dire qu'à un moment donné, elle n'arrive plus à prendre soin d'elle au quotidien. Donc, c'est un planning à réorganiser pour, par exemple, je sais pas, dire à son mari, écoute, le soir, quand je rentre, tu t'occupes des enfants, moi, je prends mon bain, je médite pendant une demi-heure, je suis là pour personne. Là, elle reprend soin d'elle et du coup, elle arrive à gérer son quotidien. C'est pour ça que le curseur, en fait, est toujours à, à évaluer dans toutes les sphères environnementales pour éviter d'être dans une dépendance dans tous les domaines. Ça, c'est super important. Après, comme par rapport à ce que tu m'as dit, les TCC, la thérapie comportementale et cognitive, c'est travailler sur le cheminement de pensée pour avoir des émotions plus agréables et être dans l'action. Par exemple, on avait parlé de l'exemple du bain que tu avais mentionné. Une personne qui est autonome affectivement, elle va avoir la pensée ce soir, c'est un exemple, ce soir je vais prendre un bain, elle va ressentir une émotion agréable et elle va être dans l'action le soir, elle va prendre son bain. On est d'accord, c'est normal. Quand on est autonome, c'est ce qu'on fait. Et quand on est dépendant, on peut avoir cette pensée de ce soir, mais c'est pas je vais prendre mon bain, déjà c'est je voudrais prendre un bain. L'émotion, ça va être ouais, c'est sympa de prendre un bain, mais du coup, je vais pas penser à mon copain ou à ma copine. Donc l'action, ça va être je ne vais pas prendre mon bain parce que je veux lui faire une soirée en amoureux ou autre chose pour prendre soin de lui. Vous voyez la différence? Et travailler sur les TCC, c'est reprendre le chemin de être acteur de sa vie, et reprendre petit à petit le chemin de l'autonomie affective pour prendre du temps pour soi. Après, l'angoisse généralisée, c'est quand à un moment donné, l'angoisse est telle que la personne est angoissée du matin au soir, en fait. Son corps, son mental, c'est toujours sur du long terme. Hein. C'est pas du jour au lendemain. Et, Ok. voilà pour les explications. Je ne sais pas si j'étais Non, non, claire. ça va, ça va. Je pense que Ramona pourra rajouter d'autres, son point de vue. C'est pas mal, voilà. Du Oui, tout à coup, fait. Bah, moi, je rejoins sur la totalité des choses qu'a déjà dit Anne, bien évidemment. Donc, voilà, dans les symptômes, on a le stress, on a des pensées qui sont plus ou moins obsessionnelles, on va dire, sur l'objet de notre dépendance. Donc là, pour le coup, c'est la personne dans laquelle on est dans une relation de n'importe quel type. Des pensées qui sont un peu parasites, qui sont intrusives, dans le sens où c'est pas forcément quelque chose auquel on a le choix de penser. C'est plutôt des pensées qui arrivent et qu'on se retrouve plus ou moins à gérer, selon nos capacités aussi de les reconnaître quand elles arrivent. Mais en tout cas, ce sont des pensées qui prennent un peu toute la place, sans qu'il y ait notre volonté derrière de leur laisser toute la place. Donc ça, c'est un peu ce que j'ajouterais à tout ce qu'elle a dit déjà. Puis voilà, puis je pense que ça dépend aussi. Enfin, on peut pas faire du cas par cas.
Mais il y a, par exemple, un type de dépendance affective qui nous porte à être complètement attachés à la personne, et c'est celle qu'on arrive peut-être à reconnaître un peu plus facilement. Voilà, je suis par exemple stressée parce que est-ce que l'autre personne elle va répondre si je vais envoyer un message, si je l'envoie et qu'elle me répond pas tout de suite, mais pourquoi elle me répond pas? Et tout de suite je reporte ça à moi-même. Donc je me dis elle me reporte pas parce que elle m'a rejeté, parce qu'elle m'a abandonné, etc., etc. Mais il y a aussi un autre type de dépendance affective et c'est de la personne qui fuit complètement. Donc là, on est plus dans l'attachement, dans le sens où on dit je m'attache beaucoup à la personne et je lui montre mon attachement. Là, c'est totalement le contraire. Là, j'ai tellement peur de ce type de sentiment, de ressenti que je peux avoir avec dans une relation, que au contraire, je la fuis complètement. Et donc là, par exemple, on a le cas de beaucoup de personnes qui peut-être ne pensent même pas pouvoir être dépendants affectifs parce que ils sont complètement indépendants et complètement autonomes, mais en fait, ils le font parce que c'est leur façon de se protéger, c'est justement de fuir les relations. Donc là, par exemple, c'est à l'opposé, comment dire, les symptômes, ils sont complètement opposés. Parce que là, pour le coup, l'anxiété, elle est plutôt liée au fait d'être avec quelqu'un qu'au fait de ne pas y être et d'être toute seule. Ça, c'est magnifique parce que cet angle de vue-là, de se dire que finalement, être dépendant, c'est pas juste toujours vouloir s'attacher à l'autre, c'est plutôt vouloir fuir. Je pense que non seulement, du coup, ça ne se voit pas, mais en plus, ça peut être encouragé par la société, c'est-à-dire de se dire que je passe d'une relation à l'autre et je me dis que c'est indépendant, alors qu'en fait, je suis pas indépendant. Oui, après, bien évidemment, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés, non, comme elle disait déjà par exemple, pour l'attachement. Mais en fait, je pense que tout dépend de la cause. Pourquoi je veux passer d'une relation à l'autre? Si c'est parce que, voilà, en ce moment de ma vie, je n'avais pas particulièrement envie de construire quelque chose, ou parce que je n'avais pas trouvé la bonne personne, voilà, on peut pas parler de dépendance affective. Mais c'est le fait être dans une relation où je suis complètement engagée, où je suis complètement impliquée, me terrorise et que je le fuis pour cette raison, alors là, oui, on peut penser que ça pourrait être la cause, ça pourrait être la dépendance, justement. Ouais. C'est toujours, en fait, quand on a une peur, on a tendance à la fuir. C'est comme, je sais pas, si on a peur des araignées, on a tendance à éviter les endroits où il y a des araignées. Si on a peur du noir, on a tendance à éviter de se retrouver dans une situation où il n'y a pas de lumière. Et là, c'est un peu la même chose. Si on a peur des relations, parce qu'il y a un moment de notre vie, de notre passé, où on a appris qu'il fallait en avoir peur, on va les fuir. Oui. Et on ne les fuit pas pour les bonnes raisons. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent être célibataires aussi parce que au moins ils n'ont pas à vivre cette dépendance affective et ils sont mieux célibataires. Mais il y en a qui en sont conscients, mais il y en a qui en sont pas du tout conscients. Qu'on peut être bien seul, et l'autre c'est la cerise sur le gâteau, en étant autonome. Mais si on se dit je suis bien seul parce qu'on a peur de nouveau de rentrer dans une dépendance, c'est là où il faut essayer justement d'essayer de travailler là-dessus pour pas se priver de cette cerise sur le gâteau qui est quand même agréable au quotidien. La limite est assez délicate. La limite est assez délicate parce que ça vient avec des interactions dans pas mal des choses, certaines choses qui sont vues positivement, finalement, ça peut être du négatif et vice versa. C'est-à-dire, l'exemple que tu as pris tout à l'heure, c'est voilà, moi je suis dans un moment de ma vie où c'est pas ma priorité, je veux, je sais pas, développer ma carrière ou bien faire autre chose. Et puis, vu que c'est inconscient, c'est ça le plus dur, vu que c'est inconscient, le fait de fuir la douleur de l'attachement est inconscient, j'ai même pas la capacité de me dire qu'en fait, c'est pas pour ça, en fait, c'est pas la première raison pour laquelle je pose cet acte. J'ai l'impression que c'est ma justification. C'est un peu comme quand tu achètes un article, après tu justifies émotionnellement, mais c'est pas la raison pour laquelle tu as acheté le truc. Je pense que c'est ça le plus difficile là-dedans. C'est que la fuite, elle est inconsciente. Bien sûr, mais je pense que c'est justement ça aussi le rôle d'un thérapeute, d'un accompagnateur, enfin de quelqu'un qui accompagne la personne. Enfin, tout le travail qu'on fait en thérapie cognitive et comportementale, qu'on fait en psychologie, qu'on fait en sophrologie, c'est aussi de reconnaître pourquoi j'ai un tel comportement.
Donc, du moment où je comprends le pourquoi j'ai un tel comportement, bah, je peux comprendre aussi, je le fais parce que je fuis quelque chose ou parce que, bah, tout simplement, c'est mon souhait en ce moment-là précis de conduire ma vie comme ça. En général, je pense que quand ça devient, comme je disais au début, non, quand ça devient un impératif, une règle, quelque chose, et que je le fais parce que je sais que je pourrais pas supporter, de faire autrement, bah, c'est là probablement qu'il faut se poser les bonnes questions. Si je me laisse ouverte à plusieurs possibilités, quand il y a une fluidité, quand il y a une ouverture mentale, je veux dire une élasticité aussi sur les pensées, de me dire, OK, ça pourrait être blanc, ça pourrait être noir, ça pourrait être toutes les nuances qu'il y a au milieu. Là, c'est plutôt fluide. C'est quand on est soit noir, soit blanc et que c'est très tranché, très, très, très sec, on va dire. C'est là peut-être qu'il faut commencer à se poser les bonnes questions. Tout à fait. Ok. Ok. En fait, avant d'aller voir le thérapeute, je me dis que quelque part, la personne, avant même de prendre conscience qu'elle a besoin de thérapie, doit déjà avoir quelque part des curseurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une récurrence de quelque chose? Voilà. Est-ce qu'il y a une récurrence d'un comportement qui, justement, suppose une règle? Est-ce que je constate que même quand je veux pas, ben, je quitte une relation à l'autre, si c'est dans le cadre amoureux, ou bien quand c'est dans le cadre du travail, je fuis les conflits. Voilà. Est-ce qu'il y a une récurrence de quelque chose qui, finalement, je sens que ça me met mal à l'aise, mais je continue à y rester pour des raisons que je connais pas. Et là, peut-être, je peux me dire que je peux aller voir un thérapeute. Mais si déjà la personne n'a pas cette conscience, elle saura même pas s'il y a besoin de voir un thérapeute. C'est là Bien la sûr. difficulté. C'est pour ça que les signes avant-coureurs sont hyper importants, au moins pour que les gens puissent déjà se douter qu'il y a quelque chose qui cloche. Et oui, et oui. Parce que c'est vrai que c'est tout de l'ordre des automatismes. Donc, pour que la personne, elle en prenne conscience, on parle souvent de facteurs déclenchants. Il y a peut-être, apparemment, il y a des patients qui viennent nous voir parce que elles ont vécu un traumatisme, un événement douloureux, qui les ont amenés justement à faire ce travail sur elles-mêmes. Elles viennent me voir et là, en faisant le travail en profondeur, il y a la dépendance affective à travailler. Donc, ça, c'est le facteur déclenchant. Puis après, ça peut être un événement douloureux comme un événement agréable aussi. Hein. C'est vrai qu'on parle souvent d'événements douloureux. Je sais pas, une personne qui assiste à un mariage, elle prend conscience de certaines choses, elle se dit, tiens, pourquoi je suis célibataire? Et ça peut, c'est un déclic. Le tout, c'est que la personne, elle trouve un déclic pour que ça devienne vraiment conscient et qu'elle ait envie de faire ce travail. Parce que sinon, si elle tourne dans les automatismes sans arrêt, elle se posera pas la question pourquoi. Elle est toujours dans ce même cheminement de pensée. Maintenant, je dirais qu'il y a l'amitié qui peut amener à prendre conscience de ça. Tout dépend de l'amitié. Parce que moi, je pars du principe qu'en amitié, il faut dire les bonnes choses et les mauvaises choses. C'est comme ça qu'on est vraiment un véritable ou une véritable ami. Et un véritable ami peut dire à la personne, là, ce que tu fais, c'est pas bon. Soit la personne, elle le prend bien, elle le prend mal, mais dans tous les cas, ça peut l'amener aussi à être un facteur déclencheur pour qu'elle ait envie de travailler sur elle-même. Voilà. Et il y a des amis qui n'osent pas dire ce genre de choses, qui préfèrent. Oui, c'est toujours compliqué, en tout cas dans les relations, de pouvoir donner des avis. Mais il y a des choses, à mon avis, qu'on peut reconnaître aussi. Enfin, si on s'oppose peut-être des personnes justement qui nous écoutent en ce moment, si se posent des questions, il y a des signes et des choses, des schémas un peu répétitifs qu'effectivement on peut retrouver. Après, on généralise, donc c'est clair qu'on peut en détecter quelques-uns, mais ça sera jamais la totalité. Mais il y a des choses qu'on peut reconnaître. Par exemple, quelqu'un qui enchaîne les relations l'une après l'autre, qui termine une relation et tout de suite rentre dans une autre relation et qui a cette incapacité un peu de faire, de rester seul ou seul, tout simplement, une petite période même entre une relation et l'autre. Là, ça pourrait déjà nous alerter sur le fait que ce besoin d'être absolument avec quelqu'un, c'est peut-être un besoin excessif. Donc, c'est peut-être quelque chose qui nous parle de dépendance. Le fait aussi, moi je sais pas, quelque chose que je retrouve souvent dans les personnes, c'est un peu cette phrase ah non mais moi je n'ai pas de chance avec les relations, je n'ai pas de chance en amour, je tombe toujours sur les mauvaises personnes ou
je tombe toujours dans des relations toxiques, etc. Et en fait, là, je pense que la chance, oui, il y a toujours une partie de chance, mais la chance, très souvent, elle a très peu à voir là-dedans. C'est plutôt justement tous les comportements qui sont déclenchés par la dépendance affective qui font que les relations elles vont toujours dans la même direction parce que malheureusement, nous, on est comment dire, on a cette tendance à faire réaliser nos prophéties les plus catastrophiques. Donc, en fait, quand on a peur, par exemple, d'être abandonné, finalement, on va mettre en place des comportements pour lesquels, très probablement, on va vraiment créer la rupture avec la personne. Donc, en fait, quand on entend « Ah non, mais je n'ai pas beaucoup de chance en amour, etc. », là aussi, il faudrait refaire un pas en arrière, prendre du recul, regarder s'il y a des comportements, des choses qui se sont répétées toujours pareil dans la relation, probablement ce n'est pas une question de chance, c'est plutôt question de ces comportements répétés. Tout à fait. Puis voilà, autre chose qui me vient à l'esprit, c'est le fait, par exemple, d'avoir des émotions, de pouvoir basculer d'une émotion très très forte à l'autre quand on est dans une relation. Normalement, quelqu'un qui est dépendant affectif, c'est soit l'amour fou, normalement, ça commence toujours avec l'amour fou, hein, donc c'est quelque chose de totalisant. C'est jamais une relation comme ça, un peu tiède, on va dire, dans laquelle il y a le temps de connaître l'autre personne et de se dire, ok, là j'y vais tout doucement, je comprends comment ça va se passer. Non, là c'est l'amour fou. Je connais la personne, 2 minutes après, pour moi c'est l'amour. C'est le chevalier qui arrive sur son cheval et qui m'a sauvé de tous mes problèmes. Et après, par contre, quand ça va pas, c'est le trou noir. Donc là, c'est l'émotion totalement opposée. Donc tous ces allers-retours, ces montagnes russes des émotions, ça aussi, ça peut nous faire penser à une dépendance, par exemple. Ouais, c'est vrai. Comme une dépendance des substances, hein, finalement. C'est vrai que dans ce que tu dis, je reprends par rapport à ce que tu dis, par rapport aux peurs. C'est vrai que la personne qui est dans une dépendance, comme elle se laisse envahir par ses peurs, et elle a peur de ne plus être aimée, elle va pas dire non, elle va pas s'affirmer, elle va pas poser ses limites, elle va glisser dans une soumission totale. D'un côté, elle va être bien parce que du coup, elle va pas être rejetée, elle va être toujours en couple, par exemple, toujours dans l'exemple du couple. Mais après, à côté de ça, elle va pas être bien parce que du coup, elle perd son identité. C'est là où ça, c'est un curseur aussi, de perdre son identité. La personne qui dit oui, mais qui pense non, faut qu'elle se pose la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je dis oui sans arrêt? Pourquoi je m'affirme pas, je dis pas non? Et ça, c'est un travail à faire effectivement déjà sur la confiance en soi, l'estime de soi, et donc par extension, souvent les personnes qui ont un travail à faire sur l'estime, la confiance en soi, c'est lié à la dépendance affective. Et le lien, moi, les personnes que j'ai connues, ça fait longtemps que je suis psychologue, quand il y a un travail à faire sur l'estime de soi, il y a la dépendance affective. Hein, c'est vraiment quelque chose de totalement lié. Et ça, c'est un curseur, comme tu disais un petit peu, qu'est-ce qui pourrait faire prendre conscience. Mais le tout, c'est que, comme j'ai expliqué, c'est un automatisme. Donc, les personnes qui disent sans arrêt oui, elles se posent pas automatiquement la question, mais pourquoi je m'oublie? En fait, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un événement dans sa vie, professionnelle, la famille, dans tous les domaines, dans ses sphères environnementales, qui l'amène à prendre conscience que qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et c'est souvent ce qui arrive. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie qui, ça y est, elle passe d'un côté obscur à un côté lumière, si vous voulez. Ouais. Faut qu'il y ait un peu le réveil. En tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose, une petite turbulence ou une grosse turbulence Voilà. qui vienne bousculer un peu la routine de la vie pour que la personne puisse s'interroger, pour puisse être forcée de s'interroger, de regarder en profondeur ou dans le passé, des choses comme ça. Puis après, comme je l'ai expliqué aussi, c'est que, enfin, comme j'avais expliqué quand on avait échangé entre nous trois, c'est que la personne, quand elle prend conscience qu'elle est en dépendance affective, ça veut dire que le cerveau, son cerveau, en fait, il est, même si c'est inconfortable, c'est une zone de confort pour le cerveau, en fait. Donc, à partir du moment où elle a envie de travailler pour être autonome, effectivement, c'est un long chemin à faire. C'est pour ça qu'il vaut mieux être accompagné pour se challenger, pour passer d'une zone de confort limitante à une zone de confort contenante. Et pour ça, notre cerveau, il est assez feignant, en fait. Quand il est dans une zone de confort, même si elle n'est pas confortable, il a envie d'y rester, de nous d'emprisonner dedans.
Et nous, il faut amener notre cerveau à sortir de sa zone de confort et accepter l'idée d'aller dans une autre zone de confort. Et ça, c'est tout un cheminement d'exercice à faire régulièrement pour passer d'une zone obscure à une zone de lumière. Et ça, c'est pour ça que l'accompagnement est très important pour aider la personne. Ok. D'accord. Ok. Donc, du coup, moi, ce que j'ai retenu, c'est que, voilà, en termes de signes avant-coureurs, voilà, il y a une récurrence de comportement lié à la peur, une récurrence voilà, le côté, je m'attache à la personne, ça, c'est plus visible, mais surtout le côté, je rentre dans une relation et j'en sors rapidement, je supporte pas de rester seul, même temporairement. Ça peut alerter. Le côté, je passe d'une émotion positive extrême à une émotion négative, bon, de l'amour à la haine, hein, hyper rapidement pour la même personne, pour le même objet, ben, ça peut attirer l'attention. Le côté de je dis tout le temps oui, alors que je pense non, sans forcément m'interroger, ben, ça peut aussi interroger. Et puis, à part ça, il y a que les traumatismes pour nous réveiller, malheureusement. Euh, J'avais une question, c'est plus, là, on a parlé beaucoup du couple, au travail, comment est-ce que ça se manifeste dans le milieu professionnel? Est-ce que J'ai- dans le milieu, dans une relation, tu peux te barrer, entre guillemets, tu peux fuir ou tu peux. Mais quand il s'agit de ton travail et que voilà, tu es peut-être en CD et tout, tu es plus ou moins dans un cadre qui fait que tu es obligé de réfléchir à deux fois avant de poser des actions. Comment est-ce que ça se manifeste dans ce cas, la dépendance affective? j'ai- Tu veux, Je te laisse. Je te laisse. Vas-y. là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est pareil dans le travail. Malheureusement, c'est la personne, elle va être dans une totale soumission. Elle va dire oui à tout. Et le fait de s'affirmer, du coup, elle se dit si je m'affirme, je crains, je vais peut-être être licenciée, rejetée. Et du coup, comme il y a ces peurs qui sont là, bah, la personne, elle continue toujours à être dans un cheminement, un automatisme de dire oui à tout. Et là, comme tout à l'heure, j'avais expliqué, c'est que c'est risqué parce que si, par exemple, on tombe sur une direction qui est malveillante et dans le rendement, ces personnes-là ciblent très facilement les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes et qui sont dépendants. Et ces personnes-là, malheureusement, incitent ces personnes fragiles à faire davantage en leur donnant peu de reconnaissance. Donc, du coup, la personne dépendante va essayer de faire, je sais pas moi, énormément de travail sur une journée, s'épuiser physiquement et mentalement pour avoir un tout petit peu de miettes de reconnaissance. Et sur du long terme, c'est risqué parce que ça amène à un burn-out professionnel, parce que c'est tous les jours et c'est de manière récurrente. Et en ça, la personne, à partir du moment où elle travaille sur ses peurs, dans son cheminement de pensée, ça serait aujourd'hui, j'ai décidé de dire non, pour faire des heures supplémentaires. En plus, c'est un exemple. Hein, en plus, je ne suis pas payée, donc il y aura de questions que je fasse des heures supplémentaires. Aujourd'hui, j'ai décidé de dire non si on m'appelle durant mon week-end pour que je remplace quelqu'un. Et comme elle est habituée à avoir ce cheminement de pensée, mais si je fais ça, je vais être virée, se dire mentalement, et si je suis virée, eh ben c'est pas plus mal, comme ça je me fais suffisamment confiance pour trouver un autre poste ailleurs. À partir du moment où cette personne change son cheminement de pensée, elle va être dans l'action, elle va dire non, elle va poser ses limites, ça va pas plaire, ça c'est sûr, surtout si elle a donné l'habitude de sans arrêt dire oui, mais elle a tout à gagner de le faire pour elle et pour son avenir professionnel. Ok, ok. Du coup, le côté de toujours, en fait, le fait de poser des limites, la personne ne pose pas de limites au travail et elle se fait exploiter d'une certaine façon, et même pour son bien-être. Ok. Euh, le côté, quand tu parlais, je voyais beaucoup la notion de courage. C'est-à-dire qu'au final, c'est facile de le dire là, de dire que, ben, penser qu'on peut se faire virer en faisant une action, parce que c'est un peu ça, la base même dans le milieu professionnel. La base, c'est que il y a beaucoup de personnes qui travaillent par peur. Je pense pas qu'il y en ait, en tout cas, c'est pas tout le monde qui travaille avec la volonté de faire intrinsèquement. Donc, il y a des choses que beaucoup de personnes font par peur. On arrive à l'heure par peur, on se lève pas tous les matins pour aller au travail en disant, youpi, je vais aller au travail, ça va être chouette. Il y a des jours où on veut le faire, il y a des mois où on n'a pas envie, on veut bien rester dormi. Par contre, on se lève quand même. Donc, faut dire que quand la personne arrive à un cheminement de pensée où finalement, elle se dit, si je dis non, parce qu'on me donne un nouveau projet et que je dis non,
Alors peut-être on va pas m'augmenter, alors peut-être je vais perdre mon boulot, alors peut-être la tendance actuelle, euh, pour arriver à dépasser la peur de se faire virer, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de ressources. C'est-à-dire, c'est même plus juste une question de penser, c'est une question d'accepter, d'affronter ce qui va arriver, même si ce n'est qu'imaginaire. Et du coup, ça pose aussi la question des capacités de la personne. En fait, je veux dire, finalement, s'il faut en arriver jusque-là, la personne peut se dire entre la peur de se faire virer et ses impacts et la peur et la peur finalement d'accepter de se faire entre guillemets exploiter et ses impacts, la question est vite répondue. Comme, comme Comment on quelqu'un dit? dirait. Bon, non, je dis que c'est pas, je dis que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Surtout, Hmm. surtout quand il faut chercher un boulot, quand il faut chercher un boulot par la suite. Donc, donc voilà, c'était un peu cette notion de courage que je voyais qui fait que ben, Ouais. finalement, ça revient à une notion de courage, Et fondamentalement. oui, et oui, ça c'est. Une Bah, question aussi. personnellement, vas-y, vas-y. Pardon, je voulais pas te couper. Je t'en prie, vas-y. Je disais, c'est une question de courage, c'est aussi une question de confiance dans ses capacités, je pense, d'estime de soi. C'est ça le plus gros travail qu'on doit faire quand on travaille sur la dépendance affective, c'est justement sur l'estime de soi. Enfin, le courage, c'est le courage, bien évidemment, de faire face à la réalité plutôt que de rester dans sa zone de confort où, comme disait Anne, enfin, c'est une fausse zone de confort parce qu'on sait que ça nous fait pas évoluer, que ça nous fait pas aller de l'avant, que ça nous fait pas du bien. Mais finalement, c'est rassurant parce qu'on sait plus ou moins qu'est-ce qui va se passer. Même si c'est quelque chose de négatif, on peut l'anticiper et on se dit, OK, bon, mieux ça que je connais déjà plutôt que quelque chose que je ne connais pas. Donc ça, effectivement, ça demande du courage. Mais ça demande aussi une grosse confiance, je pense, dans ses capacités. Donc le fait de savoir que moi, je demande quelque chose, par exemple, au travail, parce que j'ai des capacités pour lesquelles, effectivement, je le mérite, tout simplement. Je vais demander une promotion, par exemple, parce que je sais que je l'ai mérité. Je sais que, ok, même si j'arrive à 10 minutes en retard, tu faisais l'exemple, par exemple, d'arriver en retard à 10 minutes, d'avoir la peur du retard, etc. Je sais que ma valeur, elle va pas être exprimée par le fait que je sois ponctuelle ou pas. Ma valeur, ça va être donné par l'implication, par l'engagement que j'ai dans mon travail, par tout ce que je fais, tout ce que je donne. Mais c'est parce que moi-même, en première, je peux le reconnaître. Et je peux reconnaître de faire un bon boulot. Et ça, c'est tout aussi valable dans le travail que dans les relations, etc. Je reconnais que j'ai une valeur. Et donc, c'est de là que je prends le courage aussi. C'est parce que, voilà, je pense le mériter, je pense mériter les choses auxquelles je prétends ou que je demande, en tout cas. C'est tout un énorme travail d'estime de soi qu'il faut faire et qu'il faut rebâtir. Parce que justement, quand on est concentré sur l'autre, on peut pas se concentrer sur soi et c'est ça un peu le problème. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. OK. Le mot estime de soi, il revient beaucoup là. Ça tombe bien. C'était le dernier live, c'était sur l'estime de soi. Donc, tous ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent regarder. Ce que j'ai retenu, c'est que du coup, dans le milieu du travail, il faut poser des limites et que ça va demander du courage et une grande confiance en soi, en ses capacités, par rapport à la valeur intrinsèque qu'on a de par son estime de soi. Et puis, voilà. OK, on a vu les symptômes. Maintenant, en termes de conséquences, on a un peu déjà abordé ça par-ci par-là. Concrètement, quels sont les impacts de la dépendance affective? Et puis, si on peut synthétiser, on a déjà cité les choses, mais c'était plus dans les ramifications. Concrètement, c'est quoi les impacts négatifs sur nous et aussi peut-être sur les autres? Ramona? Alors, sur nous, c'est le risque dont on a parlé, du stress, du surménage, de l'angoisse, donc tous les effets que ce stress en continu, en permanence,
peut avoir sur notre santé physique et psychique. Donc, d'un côté, le fait d'être constamment stressé, angoissé, ça nous fait pas du bien, hein, ça nous porte, comme Anne disait, au burn-out, que ce soit professionnel ou que ce soit juste un surménage, de responsabilité personnelle. Du point de vue physique, on a toute la somatisation, donc on peut avoir des problèmes, je sais pas, des problèmes d'estomac, des problèmes de dos, des douleurs qui se manifestent dans le corps, parce que comme c'est une émotion, c'est un ressenti qui peut pas s'exprimer complètement au niveau des émotions. C'est le corps qui prend le relais. Et donc, c'est là qu'on a plein de problèmes de santé. On tombe malade hyper facilement, des douleurs, etc. Et ça peut se traduire aussi dans des comportements. Par exemple, moi, je parlais au tout début du fait que les comportements de troubles alimentaires, par exemple, c'est quelque chose qui peut être déclenché par la dépendance. Donc, on va essayer de compenser un manque, un vide ou de apaiser une émotion qui est désagréable. Si on n'a pas le moyen ou on ne sait pas comment la gérer, on peut essayer de la gérer avec une autre dépendance, entre guillemets. Donc, avec la nourriture, par exemple, le fait de manger ses émotions. Donc, je suis très triste et je vais chercher cet aliment-là en particulier, ou je vais manger beaucoup plus par rapport à ce que je ferais normalement, ou alors au contraire, je mange pas du tout. Donc là, par exemple, c'est quelque chose qui peut arriver au niveau du comportement. Puis je laisse Anne aussi continuer parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est vrai que tu as bien expliqué les choses, hein. Je vois pas trop quoi rajouter d'autre en fait par rapport à ce que tu as expliqué sur cela en fait. Assez complet. Ok, donc du coup, en termes de conséquences, déjà des risques de boulimie ou des choses comme ça Épuisement émotionnel, le burn-out, épuisement émotionnel. Et puis après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a des couples où malheureusement l'autre profite d'avoir quelqu'un qui la considère comme un roi ou comme une reine, mais après il y a des couples où l'autre est autonome et amène l'être aimé à être autonome, mais elle n'y arrive pas. Des fois, l'autre essaye de pousser l'être aimé à devenir autonome, et c'est en ça que le thérapeute a toute son importance, hein, parce que en couple, même en amitié, on a tendance à malheureusement pas écouter l'autre. Il faut une autre personne qui va être un professionnel, qui va peut-être utiliser les mêmes mots, mais comme c'est une personne extérieure, ça va plus marcher que la personne au sein du couple ou dans une relation amicale aussi, en fait. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce qu'on a tendance aussi à penser que dans une relation de couple, il y en a un qui est dépendant, l'autre il est autonome, celui qui est autonome, il en profite, mais des fois, il en profite pas, il pousse l'autre à faire des activités seule, à sortir, mais la personne, elle a tellement peur que si elle sort seule, qu'elle va être abandonnée, même si l'autre la rassure. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que même si elle est rassurée par l'être aimé, ça suffit pas, en fait, parce qu'il faut qu'elle fasse vraiment ce travail de fond pour acquérir cette autonomie affective. Et des fois, il faut peut-être une, deux, trois relations avec cette dépendance affective qui est ancrée en elle, pour que peut-être qu'elle décide, la personne, de se dire, maintenant ça suffit, il faut vraiment que je fasse ce travail de fond pour devenir autonome pour la prochaine relation amoureuse, parce que c'est destructeur, cette dépendance, et c'est une source de souffrance qui n'a pas de limite, quoi. C'est l'oubli de soi dans son identité, c'est quelque chose d'assez douloureux. Oui, ce que tu dis est assez très pertinent parce que je dirais même que dans le couple, je dirais même que l'autre souffre autant que la personne. Limite même l'autre souffre plus que la personne dépendante parce que elle va servir de souffre-douleur. Et aussi, comment dire ça, comme les gens, comme on n'accepte pas nécessairement, si on est dépendant et qu'on nous dit qu'on est dépendant et que ça vient de l'autre et qu'on n'accepte pas, en plus on peut le prendre pour une critique, on peut le prendre très mal. On peut se dire que mais c'est la manifestation de mon amour pour toi, mais toi tu me dis que c'est dépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi tu l'es pas, donc je compte pas pour toi. C'est ce schéma qui va aller très vite. Typiquement c'est ça. Donc c'est encore source de conflit. Voilà, c'est pas très très facile. Et le dernier point, tu parlais d'être rassuré. Être rassuré, c'est pas mauvais, mais
vouloir être trop rassuré et tout le temps. Et même sur les petits, je pense que c'est encore une question de curseur. Donc, on rentre vraiment dans une zone floue où la nature même du couple voudrait que les gens soient soudés et où c'est difficile de voir la limite des choses, en fait. Si l'un n'est pas autonome, ben forcément l'autre va vouloir, la personne dépendante va vouloir passer tout son temps avec l'autre et du coup va reprocher à l'autre de pas en faire assez avec elle. Donc, on rentre dans une dynamique où vraiment, pour moi, dans un couple, il y a quelqu'un est dépendant affectif, les deux vont nécessairement en pâtir. Et oui, c'est ça. Oui. Les deux vont nécessairement en pâtir. Et puis, c'est même d'ailleurs ça qui est dérangeant. Les deux vont nécessairement partir. Et malheureusement, s'il n'y a pas une troisième personne, la personne ne pourra pas accepter. Il y a accepter, ça c'est une chose. Travailler dessus, c'est une autre chose. Parce que si on te dit que pour travailler sur ta dépendance, il faut que tu te retrouves seul. Moi, j'ai déjà eu le cas, on ne le prend pas très bien. Oui. Parce que la personne dit que tu ne la comprends pas. Que tu devrais comprendre qu'elle a besoin déjà. Et quand tu lui dis que, mais pourquoi tu as besoin tout le temps d'être au téléphone? Pourquoi tu as besoin tout le temps d'être sur WhatsApp? Une fois, deux fois, oui, mais tout le temps, c'est tout le temps. Ça devient problématique. Et si tu lui fais cette remarque, ça devient que tu ne la comprends pas. Ouais. Et donc, tu n'es pas la bonne personne pour elle. Bon. Bien sûr, c'est pour ça que c'est important cette prise de conscience dont parlait Anne au tout début, hein, cet événement déclencheur qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que finalement, enfin, je dis une banalité, mais on ne change jamais pour les autres, on change finalement parce qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes, je pense. Donc, si c'est quelqu'un d'autre qui nous fait remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est beaucoup plus facile de remettre sur ses épaules, donc de dire que c'est l'autre qui nous comprend pas, que l'autre nous apprécie pas assez, etc. Alors que si nous, on a une vraie souffrance et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et qui nous fait comme une grosse claque, qui nous fait dire, OK, là, il faut que je fasse quelque chose, c'est là justement qu'on peut avoir cette fameuse prise de conscience et que on peut passer à, comment dire, à une vision un peu plus rationnelle, un peu plus objective. Mais effectivement, c'est pas évident. Même du côté de la personne qui est avec une dépendante affective, ce n'est pas évident, bien évidemment. Effectivement. Okay, ça demande un travail quotidien avec un thérapeute, un sophrologue, un coach, un psychologue. Vraiment, c'est pour ça que les thérapies comportementales et cognitives, elles ont toute leur place parce que le patient et la patiente n'est pas seul. Par exemple, si elle voit le thérapeute toutes les 2 semaines, pendant 2 semaines, elle a des exercices à faire. Elle a des retours à faire au thérapeute. Donc, elle n'est pas seule. Moi, je leur donne ce que j'appelle, je vais vous montrer, des ordonnances non médicamenteuses. Ça fait toujours sourire et puis ça apporte beaucoup de légèreté quand je lis. Et je leur propose différents exercices. Donc, je remplis la feuille là, je la remplis ici. Et je leur dis ce qu'il faut leur dire, parce que ceux qui nous écoutent, hein, c'est qu'en fait, quand vous avez ça d'un thérapeute, c'est un exemple, hein, tout le monde ne fait pas comme moi, l'essentiel, c'est que vous démarrez les exercices quand vous avez décidé. Moi, c'est ce que je dis à tous mes patients. Moi, je vous suggère les exercices et c'est vous qui décidez. Peut-être que pendant 2 jours, vous allez vous dire les exercices d'Anne-France, vous en voulez pas, vous voulez rien faire. C'est votre choix. Mais peut-être qu'au bout de 2 jours, vous allez vous dire, maintenant, j'ai décidé d'être dans l'action, je vais commencer les exercices et je leur laisse la liberté de choisir les exercices qui sont les plus pertinents pour la personne. Parce que comme ça, la personne est vraiment actrice de son évolution pour acquérir l'autonomie affective. Et ça, c'est super important. Et comme ça, pendant 2 semaines, elle a son cahier, elle note les exercices, elle fait des retours, elle écoute des vidéos. Et au bout de 2 semaines, elle sait qu'elle a des retours à faire au thérapeute. Et ça, c'est vraiment, les PCC sont vraiment très importants pour toute leur place dans ce travail à faire sur la dépendance affective. Ok, ça c'est pas mal. Je pense que pour une introduction, ça donne pas mal de données. Comme je disais en introduction, le but c'est pas qu'on rentre trop en détail parce qu'il y a plein de ramifications, même dans les types de relations, pervers narcissiques, plein de choses, hypersensibilité et même dans les solutions. Parce que quelque part, le but c'est d'arriver avant même d'arriver une fois de plus au niveau de la thérapie, quand on parle d'autonomie, c'est un peu comme quand on va dans un commerce, c'est-à-dire avant d'acheter,
on aime bien avoir un échantillon de la solution, que ce soit un maquillage, un parfum, voilà, on goûte. Pareil, donc pareil pour c'est un peu la même approche, pareil pour la TCC, les thérapies en général. Est-ce que à la fin, on pourra donner des petits outils aux gens, qui peuvent faire eux-mêmes, qui peuvent et avoir des petits changements. Et après, voilà, ça peut déjà ouvrir la voie aux potentialités des disciplines, que ce soit la TCC et tout le reste. Et je pense surtout à Monsieur Tout le Monde, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup plus de personnes qui sont là, mais qui ont des problématiques, mais qui sont pas forcément partenaires de développement personnel et qui n'ont même pas idée de c'est quoi la différence entre la psycho, sophro, tout ça. Pour eux, c'est la même chose. Donc, c'est plus pas les résultats qu'on peut les apporter avec des petits exercices que ça guide à appliquer sur la potentialité des outils. Voilà. Donc, ça, on pourra voir ça pour d'autres, dans d'autres lives, si on peut dire ça comme ça. Ok, moi je suis invité. Je ne sais pas si vous avez des mots. Non, non. Ok. En tout cas, je vais vous remercier chacune d'être venue, alors d'avoir participé au live. Ça a été pour une première partie, on a donné beaucoup d'informations, beaucoup d'exemples pratiques et de suggestions de conseils. Donc, dans la deuxième partie qu'on fera par la suite, on vous tiendra au courant, ça vous permettra d'en connaître davantage justement sur cette dépendance affective. Voilà, pour m'exprimer par rapport à ce que tu demandais. Voilà, c'est ce qui est venu. Allez, Ramona. Oui, et puis peut-être... Bah oui, et puis peut-être ça, enfin, comme c'était une introduction, peut-être aussi que, enfin, les personnes qui nous ont suivis ou qui vont revoir le replay auront des questions. Donc peut-être les prochains épisodes, on va dire, ça sera aussi une bonne occasion pour répondre aux questions directes, parce que là, effectivement, on a donné énormément d'informations, je trouve, et donc je me dis qu'il y a forcément voilà, des questionnements qui se sont faits quelque part. Donc, ça aussi. Voilà. On n'hésitera pas à envoyer. Si vous avez des questions, voilà, l'une ou l'autre, et bien à nous, et puis là, on renverra. Tout à fait. La dépendance affective, story 2, bientôt. Exactement. Le tome 2 qui va sortir. C'est comme les séries et tout, ça, c'est bien ça. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus et d'avoir partagé. Merci à vous. Merci à toi. Et puis, surtout cette problématique de profondeur, on les aborde pas beaucoup. Donc, c'est pas mal. Ben, merci. Et puis, voilà, on attend la version 2. Et puis, exactement. Bonne journée. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde.